matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis évidemment très heureuse de recevoir Idriss Aberkane. Bonjour. Bonjour. Et Idriss Aberkane, que nous connaissons bien, qui a sa chaîne YouTube, qui est également conférencier, essayiste, analyste. Idriss Aberkane, vous avez, dans l'une de vos vidéos, d'ailleurs dans plusieurs de vos vidéos, vous avez analysé on va dire, l'explosion, l'impact énorme que va avoir maintenant l'élection de Donald Trump aux États-Unis, mais pour le reste du monde. Et pour commencer peut-être, je voulais voir avec vous justement Donald Trump qui commence à présenter progressivement les noms de sa direction, de son cabinet. Commencer à voir avec vous quelle sera cette équipe qu'il met à pied d'œuvre et qui est intéressante d'ailleurs parce que on a encore une fois ce décalage énorme avec les médias mainstream. Évidemment, Robert Kennedy, un anti-vax à la santé, une star de Fox News au Pentagone, le candidat le moins qualifié pour le poste de secrétaire à la défense. Voilà ce qu'on peut lire ailleurs. C'est pourquoi j'étais très heureuse et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous entendre et tenter d'analyser vraiment qui sont les différents nommés par Donald Trump. Déjà, Clémence Diakova, je suis très honoré de retourner chez vous et je voulais vous féliciter pour vos audiences exceptionnelles. Merci. Je peux clairement taper le million d'abonnés dans 3 ans. C'est une possibilité pour votre média vu les croissances que vous faites. Et c'est complètement justifié quand vous parliez de battre France 24. Évidemment, c'est votre humilité qui fait que vous manquez d'ambition à ce point, parce que France 24 n'est plus vraiment un média sérieux. Mais comme vous le voyez, c'est corollaire à l'élection de Donald Trump, qui a été faite notamment sur le podcast de Joe Rogan. Il n'y a pas de Joe Rogan français. J'espère on en aura plusieurs. Peut-être vous, André Berkoff, Nicolas Vidal, Alexis Poulain, etc. Il faut des Joe Rogan français. Mais le cas de Joe Rogan est marquant parce qu'il a commencé sur des podcasts qui faisaient 100 vues. Il avait quelques centaines de vues en 2009. Et aujourd'hui, c'est le podcast le plus vu sur Terre, qui enchaîne sur Spotify et qui fait que Joe Rogan, sa net worth, c'est de 300 millions de dollars. Donc, on a vraiment le cas d'un feu, quoi, où parti de quelques centaines de vues, il a fait ça. Or, pour revenir donc au cas de l'administration Trump, oui, c'est assez intéressant de voir la déconnexion du réel absolument totale des médias mourants en France, quoi, ce qu'on peut appeler maintenant la presse poubelle ou la malpresse, comme on parle de malbouffe. Qui parle, j'ai vu dernièrement sur France 5 un analyste qui disait Trump veut faire une épuration ethnique aux États-Unis. Enfin, c'est des trucs, vraiment là on est dans le délire psychiatrique. D'ailleurs les Américains appellent ça le Trump Derangement Syndrome, donc le délire psychiatrique sur Trump. Et c'est vraiment ça. Il y a un côté asile à ciel ouvert avec des déclarations qui, sont répréhensibles sur le plan pénal. D'ailleurs, Trump a poursuivi beaucoup de gens en diffamation aux États-Unis. Et vous savez qu'aux États-Unis, on peut prendre des milliards en dommages-intérêts pour une diffamation. C'est pas comme en France. Mais au-delà de ça, comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, c'est devenu vraiment ridicule. Maintenant, concernant le cas de Kennedy, mais il n'est pas anti-vax du tout. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui veut augmenter la sécurité des vaccins anti-vax ? Non, dans ce cas-là, les lanceurs d'alerte de Boeing, quand les portes des avions Boeing s'envolaient ou quand les avions Boeing s'avéraient être extrêmement dangereux, ces lanceurs d'alerte étaient donc anti-avions. Ils ont été condamnés aussi, ces lanceurs d'alerte, en fait. Tous les lanceurs d'alerte sont condamnés parce qu'ils osent remettre en question un narratif qu'on ne veut pas interroger. Exactement. C'est exactement ça. Mais il faut vraiment rappeler les choses les plus simples, à savoir que quelqu'un qui s'intéresse à la pharmacovigilance n'est pas anti-vax. Le docteur Amin Umlil, par exemple, qui a été persécuté, à qui on a retiré son emploi, qui était pourtant une des autorités les plus excellentes en matière de pharmacovigilance en France, on l'a traité d'anti-vax. C'est du délire. Il faut vraiment arrêter les bêtises. Donc non, Kennedy n'est pas du tout anti-vax. Et d'ailleurs, il a fait une excellente interview chez Joe Rogan que je vous recommande. Il explique comment il est arrivé à la pharma, puisqu'au départ, il s'intéressait à l'environnement, il s'intéressait au taux de métaux lourds dans les rivières notamment. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, il a voulu s'intéresser à la sûreté des médicaments en général et des vaccins en particulier. Oui, non, mais c'est certain que Robert Kennedy, moi j'ai aussi déjà proposé d'écouter son discours au mois d'août, où il va vraiment dans le fond des choses et sur ce qu'il veut encore mettre en place aujourd'hui. On ne peut pas l'accuser sérieusement d'être anti-vax. Seulement, il a alerté, il a travaillé, il a des rapports entiers, il a des livres ici que nous avons cités qui sont extrêmement sérieux, mais malheureusement aujourd'hui tout est dans le discours ultra binaire. Alors continuons un peu, évidemment, même un peu beaucoup sur cette administration
l'administration Trump et vous en avez fait une vidéo également avec Elon Musk. Elon Musk pour l'efficacité gouvernementale, ça c'est un tsunami. Oui, ça c'est en effet un tsunami, ça a amené le même commentateur sur France 5 à parler là aussi d'épuration, c'est-à-dire voilà, Musk voudrait virer tous les fonctionnaires du pays, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais on se rappelle que ça vient dans le sillage de l'affaire Peanut l'écureuil et Peanut et Fred, donc un écureuil et un raton laveur qui ont été euthanasiés par les services gouvernementaux au prétexte qu'ils auraient pu éventuellement avoir porté la rage, ce qui était faux, des tests ont été faits, ils n'étaient pas enragés. Mais c'est bien le sujet américain du government overreach ou de l'abus de pouvoir des organisations gouvernementales que Musk connaît bien puisqu'il a été persécuté à plusieurs reprises, notamment par la SEC, qui ne persécute pas beaucoup de fraudeurs, qui n'a pas persécuté beaucoup de fraudeurs comme Citadel, mais qui a persécuté Musk. Et donc ce sujet du government overreach, les Américains le prennent extrêmement au sérieux. Ils sont très chatouilleux sur ce sujet-là, les abus de pouvoir gouvernementaux, au point d'ailleurs que les avocats de Trump sont en train de poursuivre des procureurs américains pour conspiration contre les droits. C'est le terme utilisé, conspiration contre les droits. Ce qui est un crime aux États-Unis, une felony. Et donc, il est tout à fait possible, quand un procureur a abusé de son autorité aux États-Unis, de le poursuivre par la suite. Donc, dans ce contexte, les États-Unis veulent créer donc un département de l'efficacité gouvernementale qui calquerait le travail de Musk sur Twitter, sur X. Oui. Voilà, on se rappelle que Twitter, en fait, avait une masse salariale de 80% trop élevée, hein, et vraiment dans le fait que cette masse salariale travaillait pour le FBI essentiellement, c'est-à-dire faisait de la censure pour le FBI, ce qui est complètement illégal à plusieurs égards. D'abord, c'est illégal vis-à-vis des actionnaires de Twitter qui sont floués puisqu'ils payent de facto des fonctionnaires du FBI dans le privé, mais en plus de ça, c'est illégal parce que le FBI n'a pas à contrôler ce que fait une organisation privée dans sa liberté d'expression consacrée par le premier amendement. Donc, dans ce contexte, Musk devrait en effet auditer tout le gouvernement fédéral. Et là, on voit déjà, ils sont en train de faire la liste des dépenses complètement farfelues, parce que le cas de Peanut l'écureuil et de Fred le raton laveur, c'est pas anodin. Je rappelle que des gens ont posté sur X une réalité qui est que le gouvernement fédéral a davantage poursuivi un raton laveur et un écureuil que les clients d'Epstein. C'est dingue ça. Oui, c'est assez symbolique. Juste sur ce point-là, le gouvernement fédéral a consacré plus d'énergie à poursuivre un raton laveur et un écureuil que les clients de Jeffrey Epstein, le plus gros pédophile des 30-40 dernières années. Donc tout est dit pour moi. Oui, d'accord. Donc on voit, c'était Elon Musk qui risque de nettoyer les écuries d'Augias. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une question aussi à se poser sur un Elon Musk qui est aussi évidemment le fondateur de Neuralink et qui a des pensées, des réflexions transhumanistes? Oui, c'est l'aspect qui me dérange le plus chez Musk, en effet, c'est ses ambitions avec Neuralink. Mais il faut reconnaître qu'en tant que maître d'œuvre, il a tout explosé. Vous savez, en France, il y a des personnages comme ça qu'on a beaucoup adulés dans certains secteurs académiques. Je pense à Yann Lequin ou à quelqu'un de beaucoup moins connu qui s'appelle Stanislas Dehaene et qui disaient chacun dans leur secteur que telle chose était impossible. Yann Lequin disait que certains aspects de l'intelligence artificielle ne pourraient pas être atteints et l'autre personnage que j'ai cité avait aussi des idées extrêmement arrêtées en neurosciences. Et Musk les a explosées. D'ailleurs, Yann Lequin est en guerre contre Musk, hein, c'est même assez pathétique, mais il a à plusieurs reprises fait des déclarations complètement lunaires en déclarant que Facebook était le maître étalon des réseaux sociaux idéaux, etc., qu'il ne censurait personne, enfin au contraire, qu'il était le réseau qui protégeait le plus, évidemment, contre les méchantes dérives fascistes de X. Eh bien, ce qu'il faut reconnaître à Musk, c'est que c'est un maître d'œuvre, c'est même le meilleur maître d'œuvre au monde à l'heure actuelle. Peut-être même le meilleur maître d'œuvre de l'histoire humaine, quand on voit ce qu'il est capable de faire avec ses fusées. Et donc, à l'heure où je parle, même si je suis très sceptique sur la volonté de Musk qu'il avait déclaré d'implanter une puce chez chaque humain, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui remarchent grâce à lui, et il y a des gens qui sont capables aujourd'hui d'avoir des implants que les meilleurs services à la Pitié-Salpêtrière à Paris ou au Collège de France étaient absolument incapables de réaliser. Donc, Musk a fait progresser. En fait, quand Musk rentre dans un secteur, il lui fait gagner 40 ans. C'est le cas pour l'aérospatial, c'est le cas pour la voiture électrique, c'est le cas pour les systèmes de tunnels avec The Boring Company, c'est le cas pour l'industrie du solaire avec SolarCity qui appartient à Tesla maintenant, c'est le cas avec Neuralink. Elon Musk a fait gagner
aux neurotechnologies 40 ans. Alors, dans quelle mesure ça va être utilisé? Bien sûr, j'ai des doutes, mais il faut savoir que Musk n'est pas transhumaniste comme d'autres excessifs malades associés notamment à la Singularity University, à laquelle j'ai eu la chance d'intervenir il y a quelques années à San Francisco, où là, vous avez des vrais dingues. Vous avez des types, moi, quand j'étais intervenu, des types étaient venus me parler en me disant, Idriss, qu'est-ce que tu feras dans 300 ans? Et vraiment, voilà, c'est normal, on est l'élite, Ouais. on va vivre 300 ans. Ça, Musk ne dit pas du Et tout c'est ça. quoi la limite que Musk ne franchit pas par rapport à ça? Comment vous pouvez dire qu'il n'est pas comme eux? Bah, parce qu'il le déclare bien, c'est-à-dire il a des points de vue qui sont opposés aux extrémistes transhumanistes, puisqu'il y a plein de transhumanisme. Dans la Silicon Valley, on a vu tout un tas de mouvances qui sont liées en fait. Les transhumanistes de la Silicon Valley, c'est très lié à la Beat Generation, en fait, au mouvement hippie, mais quand vous leur donnez de l'argent. C'est-à-dire, ce sont des. Et on voit très bien ça à Sausalito, donc la banlieue nord de San Francisco, de l'autre côté du Golden Gate. Vous avez une petite ville qui est un peu le Neuilly de l'autre côté du Golden Gate, qui s'appelle Sausalito, où vous avez des communautés qui vivaient sur des bateaux, qui étaient des hippies barbus, et dont certains sont devenus plein aux as avec la Silicon Valley. Et bah, ces gens-là, qui étaient un peu un mélange de nos futurs ou de l'argent ne compte pas, se sont mis à vouloir vivre éternellement. Et c'est là que vous voyez les pires cas dans les mouvements transhumanistes, de types qui sont prêts à se faire transfuser du sang d'adolescents, qui font des trucs assez flippants. Et ça, Musk qui s'inscrit complètement en faux contre ces trucs-là. Donc, Musk n'est pas, contrairement à ce qu'on essaie de présenter de lui dans les médias, un ambassadeur du mouvement transhumaniste. Non, ça, c'est plutôt Harari, c'est plutôt Oui. certains proches de Peter Thiel, c'est plutôt des gens qui sont proches de Davos en réalité. Alors que Musk, lui, est un opposant absolument farouche et déterminé à Davos. D'accord. Je précise que vous connaissez très bien le sujet puisque vous avez beaucoup travaillé non seulement sur le cerveau, je rappelle votre best-seller en Libérer votre cerveau, traité de neurosagesse pour changer l'école et la société, mais dernièrement, Le triomphe de votre intelligence, pourquoi vous ne serez jamais remplacé aux éditions Robert Laffont. Donc évidemment, il est question ici de remplacement par l'intelligence artificielle et par tout ce qui peut se développer. Donc ce sujet de Neuralink et des implants dans le cerveau, vous le maîtrisez. Alors, je voulais qu'on aille un peu plus loin parce qu'il y a un sujet. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est nuancé et ça nous permet aussi de montrer qu'on ne dit pas Trump c'est génial, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Toujours intéressant d'analyser en bien ou en mal. Vous avez tweeté, Idriss Aberkane, le lobby du renseignement US a gagné. Ce ne sera pas Kash Patel à la tête de la CIA, puisque évidemment Donald Trump a nommé John Ratcliffe à la direction de la CIA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et pourquoi cette analyse? Kash Patel laissait entrevoir des espoirs pour tous les. Vous savez, je suis encore un peu idéaliste. Il paraît que ça passe avec l'âge, mais évidemment, quand on est un peu idéaliste, Kash Patel, c'était le choix préféré parce qu'on avait affaire à un outsider qui avait défendu les gens persécutés comme anti-vax, déclarés comme anti-vax, et qui avait défendu plusieurs proches de Trump. Donc, on avait vraiment affaire à ce que les Américains dans le renseignement appelleraient tout simplement un civil qui aurait pu sortir les dossiers de la CIA, puisque on sait tout de même que la CIA provoque des coups d'État. Enfin, c'est toujours assez intéressant de voir que nos médias présentent les Russes comme les maîtres de l'ingérence du pôle Nord au pôle Sud. Mais en réalité, ça, c'est un trophée qui est bien mérité par la CIA. Pardonnez-moi. Et Kash Patel aurait pu faire le ménage là-dedans, puisque mine de rien, les Américains ont tendance à déclassifier. Tous les 20-30 ans, ils déclarent des choses. Alors, c'est assez marrant de voir qu'à chaque fois, ils disent bah oui, on l'a fait. Tout ce que vous déclariez comme théorie du complot, on l'a fait, mais promis, on le refera plus. Promis, les médias diront non, non, c'est complotiste de penser que la CIA complote, alors que c'est son métier. La CIA de comploter, elle le fait bien d'ailleurs. Hein. C'est son métier, elle le fait extrêmement bien. Donc, Kash Patel aurait été un choix remarquable, mais bon. L'appareil de renseignement américain s'est complètement opposé à ça. Alors, il se dit qu'il pourrait éventuellement être nommé au FBI. Cela dit, la nomination de Ratcliffe n'est pas un échec complet. Alors expliquez-nous, qui est exactement John Ratcliffe? C'est quand même quelqu'un qui est considéré comme contrarien dans les cercles à Washington. Il a eu un côté pestiféré un peu. C'était pas un type qui était le bienvenu du temps de l'administration Obama, par exemple. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un compromis. On a affaire à quelqu'un qu'une partie... je pense que... Enfin, là, c'est purement mon opinion personnelle, bien sûr, mais... Je pense que Trump s'est dit qu'il cherchait quelqu'un qui pourrait susciter l'adhésion de suffisamment de fonctionnaires dans l'appareil de renseignement américain
et pas tous les braquer en fait. Et il est possible que Kash Patel aurait braqué tout le monde, même si c'est pas quelqu'un de clivant, c'est pas quelqu'un de violent, d'énervé et d'outrancier, mais par sa simple origine en fait en termes d'appareil, puisque bon, on compare beaucoup les États-Unis à l'Union soviétique, donc on peut parler d'apparatchik, de gens d'appareil. Pour les gens d'appareil, Radcliffe est moins menaçant que Kash Patel. Et donc, je pense que Trump s'est dit qu'il fallait qu'il ait des alliés parce que si vous suivez aujourd'hui vos homologues américains, la chaîne Redacted News, qui vous ressemble énormément hein, et qui fait 2 400 000 abonnés, si je ne me trompe pas. Donc, Oui, encore, on y est encore presque. une fois, raison pour laquelle je vous augure d'avoir 1 million d'abonnés sous 3-4 ans et peut-être moins. Eh bien, Redacted News dit clairement qu'on a un phénomène qu'on appelle de burrowing. Burrowing, c'est les taupes qui s'enterrent. Donc on a des fonctionnaires nommés sous Obama qui s'enterrent dans leur administration, qui acquièrent des postes ou qui protègent leurs postes de façon à supporter, à survivre 4 ans. Et Trump est parfaitement conscient de ça, qu'il existe une grande quantité de borrowers dans l'administration, Ouais. et il entend les chasser, mais pour les chasser, il a besoin aussi de fidèles, ou en D'alliés, tout cas, oui. donc il ne faut pas qu'il braque les administrations, et probablement Kash Patel aurait braqué la communauté du renseignement contre lui. Bien sûr, et on aurait pu même imaginer un peu plus loin et se dire que ces communautés du renseignement pourraient se retourner physiquement, plus que même administrativement, contre Donald Trump et son Oui, équipe. l'assassiner éventuellement, ouais, Oui. absolument. Donc c'est vrai que ne pas braquer pourrait être une solution, mais encore une fois, là, ce sont des analyses que vous portez et sur lesquelles, en tout cas, on peut se fonder pour réfléchir. Alors, continuons un peu ce tour de piste. Alors, il y en a un avant d'aller évidemment sur la politique internationale qui est très importante, notamment avec cette dernière annonce de Joe Biden, on va y revenir. Mais avant, il y en a une autre qui m'amuse, entre guillemets, quand on voit les commentaires des médias mainstream après un anti-vax et la santé, parce que je reprends hein, les présentations. On a un climato-sceptique à la tête de la politique environnementale au nom de Chris Wright. Est-ce que là aussi, vous pouvez bien faire un petit tour d'horizon de Chris Wright et pourquoi il inquiète particulièrement nos journalistes? C'est très essentiellement parce qu'il se fout des objectifs de décarbonation. Je pense qu'il va falloir commencer par là. En réalité, on sait que la question du carbone est devenue un cache-misère pour des questions beaucoup plus graves, qui sont la pollution. Et on voit que là aussi, Robert F. Kennedy Jr. en parle beaucoup mieux que tout un tas de gens qui se contentent de verser dans le complot carbone. Parce qu'en gros, c'est ça, tout s'expliquerait par le carbone. Il suffirait de décarboner et tous les problèmes terrestres seraient résolus. On vivrait dans le jardin d'Éden sans carbone. En réalité, tous les gens qui s'intéressent à l'environnement, hein, et qui le font depuis des décennies, comme Gunther Pauli, savent que le carbone est une mode récente, mais qui cache en fait des problématiques beaucoup plus graves, comme les métaux lourds, comme les microplastiques. Hein. Je rappelle que selon une étude récente, chaque humain ingère une carte de crédit en microplastique par mois, minimum. Certains disent par semaine dans certains pays, selon que vous mangez beaucoup de fruits de mer ou pas. Une carte de crédit par mois, hein. C'est quand même quelque chose de gravissime. Et ça, évidemment, on n'en parle plus quand on résout tout, quand on résume tout au carbone. Donc, Wright arrive et dit, bon, la question du carbone n'est pas le sujet, puis en plus, il veut reprendre le fracking. Alors, je reconnais que le fracking, c'est pas du tout quelque chose que j'encourage. Ça fait partie de la politique d'autonomie énergétique américaine, qui avait commencé sous Dick Cheney, au passage. Hein. C'est lui qui Le fracking, juste, pardon, pour que tout le monde comprenne, c'est l'extraction d'hydrocarbures. Oui, la fracturation hydraulique, pardonnez-moi, vous faites bien de me corriger, on est dans une émission francophone. Et donc la fracturation hydraulique qui consiste à injecter de l'eau additionnée de produits chimiques, certains carcinogènes, donc cancérogènes, dans les nappes phréatiques pour pouvoir libérer des gaz de schiste et des pétroles de schiste. Et ça, évidemment, c'est très, très mauvais pour l'environnement. Et en l'occurrence, l'administration Trump, donc en effet, pour pas être béat vis-à-vis d'elle, veut reprendre la fracturation hydraulique. Mais pour des raisons qui sont compréhensibles à l'échelle macroéconomique, puisqu'ils veulent devenir un des premiers exportateurs de pétrole. Et puis, je rappelle que de toute façon, on leur achète ce pétrole. Hein. Qui est le premier client de ce pétrole de schiste et de ces gaz de schiste? C'est l'Union européenne. Donc oui, Trump a nommé quelqu'un qui est favorable, très favorable même à cette industrie,
Mais en réalité, c'était déjà le cas sous Obama, c'était déjà à l'étude sous Bush fils. Oui, d'ailleurs, on se rappelle le discours de Donald Trump. Nous, on avait passé déjà l'extrait. Donald Trump qui disait bon, nous avons nommé Robert Kennedy. Bon, Robert Kennedy, éclate-toi, mais surtout, ne touche pas à notre pétrole. Ça reste souveraineté nationale et on en a besoin. Il expliquait, en effet, nous avons énormément de pétrole. Nous sommes peut-être même le premier pays du pétrole. Donc, n'y touche pas. Et à part ça, on s'entendra très bien. Donc voilà, on voit bien, en effet, cette politique, on va dire, pragmatique. Pragmatique, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais économique. Ici, je pense pragmatique, vous avez raison. Et puis, il faut reconnaître que même RFK, Robert Kennedy avale quelques couleuvres, hein, parce qu'en effet, lui, au départ, vient de la protection des rivières. Il avait poursuivi General Motors qui jetait dans les rivières des dérivés de produits de peinture et qui augmentait donc les taux de mercure dans les poissons que pêchaient et mangeaient les gens. Et puis là, on l'a vu dernièrement faire une photo avec du McDo dans le jet de Trump. C'est clair que Kennedy, ambassadeur, héros à UT du Make America Healthy Again, qui mange des Big Mac, c'est une autre couleuvre qu'il avale, mais c'est aussi une preuve de sa détermination politique. Oui, Robert Kennedy Jr. avait été extrêmement fort, toujours une fois, je veux dire, dans ce discours que j'ai cité et dont on a déjà passé des extraits, on le voyait expliquer je vais souffrir, c'est pas mon rêve que de rejoindre l'administration de Trump, mais je le fais pour ces enfants que je veux sauver. Voilà, donc on voyait bien qu'il avait compris qu'il avalerait des couleuvres, dont celle-là. Et puisque je vous parlais de cet extrait, je vous propose de l'écouter. Donald Trump, non, on l'a pas encore d'ailleurs, on me dit. Donald Trump qui disait éclate-toi à Robert Kennedy, c'est pas très important. Allons un peu sur l'actualité, la diplomatie américaine, qui est plus que jamais dans nos sujets et dans les sujets internationaux. Donald Trump a donc nommé Pete Hegseth, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui va se charger du portefeuille de la défense. C'est un ancien commandant dans l'armée, actuel présentateur de Fox News. Mais, alors bon, on pourrait se dire, et ils ont déjà annoncé surtout à Zelensky qu'il fallait en gros faire ses cartons parce qu'ils allaient commencer à négocier. Mais juste avant de partir, Joe Biden a laissé un petit cadeau, puisque les États-Unis ont donné l'autorisation à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée qui sont fournis par Washington, je le précise. C'était une information qui est tombée dimanche et qui a été donnée par un responsable américain. Évidemment, ce qui est visé en premier, c'est la région de Koursk. Donc on voit bien, prise en main de cette négociation par l'administration Trump, mais avant ça, Joe Biden qui laisse ce cadeau empoisonné et qui risque d'empoisonner, d'envenimer la situation avant la prise de fonction de l'administration Trump. Qu'est-ce que vous en pensez quelle est votre analyse sur le sujet, Idriss Aberkane ? Alors, on fera un direct ce soir avec Alexandre Robert de la chaîne History Legend que je vous recommande d'inviter. Il a été reçu par Hervé Carrès et Régis de Castelnau, où il fait d'excellentes analyses. Et donc, tout à fait. C'est un Canadien, donc il est parfaitement bilingue franco-anglais, et sa chaîne qui fait 700 000 abonnés est pour moi la plus intéressante à suivre sur le conflit ukrainien. C'est d'ailleurs quelqu'un qui est tellement renseigné qu'il avait vu venir l'offensive de Souja. Il parlait au téléphone quelques semaines avant. Enfin, c'est du niveau de l'élite du renseignement mondial, ce que ce type poste parfois sur sa chaîne. Et ce qu'a autorisé Biden, c'est un peu étrange parce qu'il était en Amazonie. C'est le seul président américain à avoir été en Amazonie, je crois, depuis Theodore Roosevelt, quelque chose comme ça. Donc ça date, plus de 100 ans. Et en Amazonie, il fait une déclaration comme ça, sortie de nulle part. Donc sortie de nulle part égale promptée par l'État profond, parce que c'est ça concrètement. Papy Biden, quand même, tout le monde le sait, sucre abondamment les fruits. Donc, il est aujourd'hui téléguidé, quoi, comme on dit, un dirigeant dirigé. Et l'État profond lui a demandé donc de faire une déclaration en Amazonie, quel rapport, pour autoriser notamment l'utilisation d'attaques MS, donc les missiles attaques MS, qui sont des missiles au départ lancés par des lance-roquettes multiples, un système américain, essentiellement normalement pour porter des sous-munitions. Ils ne sont pas nucléaire capable, ce ne sont pas des missiles qui peuvent porter une tête nucléaire, mais
tout de même, à plusieurs reprises, Vladimir Poutine avait fait savoir que ce genre de frappe de missiles sur le territoire russe, dans la mesure où c'est un système d'armes de l'OTAN, Bien sûr. serait interprété comme une frappe de l'OTAN sur le territoire russe. Donc, littéralement, Joe Biden a déclaré qu'il donnait l'autorisation à Zelensky d'utiliser des armes de l'OTAN pour frapper, par exemple, la ville de Koursk ou la ville de Voronezh, qui fait 1 million d'habitants quand même. Parce que c'est dans le rayon d'action qui, si ma mémoire est bonne, doit être de l'ordre de 360 km. Et donc l'OTAN qui n'était pas aujourd'hui officiellement en guerre, contre la Russie, entre ici en guerre contre la Russie. C'est ça. Alors, certes, c'est à prendre avec... on peut y mettre un bémol dans le sens où les Russes ont déclaré sur leurs chaînes officielles avoir tué des Rangers américains qui étaient dans le Sayan Suja de façon non officielle. Pas en uniforme américain, mais vous savez, les forces spéciales américaines et les Rangers sont souvent là où recrute le plus la Delta Force américaine, donc c'est la voie royale pour les forces spéciales américaines, et ont souvent des tatouages. Et les Russes ont fait savoir qu'ils avaient abattu des personnes au tatouage du Rangers, des régiments de Rangers américains, à Souja. Donc c'est déjà une situation de drôle de guerre qui entre l'OTAN. C'est pas le seul cas, parce qu'il y a le système GPS, et puis même Musk s'est vanté d'avoir fourni Starlink à l'Ukraine. Or, sans Starlink, comme le dit très bien Fabrice Epelboin, la guerre en Ukraine n'est pas jouable pour les Ukrainiens. Donc ici, est-ce que vous craignez, vous, avant même que Donald Trump puisse prendre le pouvoir réellement, est-ce que vous craignez un embrasement et donc une impossibilité de retour en arrière, aucune négociation possible? Est-ce que c'est ça la volonté, à votre avis, de l'État profond? Alors pour moi, c'est clairement la volonté. La réponse est oui. Donc en tout cas, des gens organisés ont donné les moyens à Zelensky de provoquer un embrasement généralisé. Maintenant, il faut savoir que dans l'histoire de la guerre froide, des situations où on est passé à 2 doigts d'une guerre nucléaire totale, il y en a eu, je crois, plus de 10. Que ce soit l'incident de Goldsboro en Caroline du Nord, où un B-52 américain s'était crashé avec des bombes atomiques à son bord, et je crois qu'il y avait 3 systèmes de sécurité, 2 des 3 systèmes, ou 4 systèmes de sécurité peut-être même, et en tout cas 3 des 4 ou bien 2 des 3 systèmes de sécurité sur la bombe atomique avaient sauté, ce qui signifiait qu'on avait juste un interrupteur qui avait protégé les États-Unis d'une explosion nucléaire sur leur sol. Et c'était même pas dans les tensions géopolitiques, puisque c'était leur propre bombardier qui s'était crashé. Mais il y a eu plein d'autres cas comme ça, et à chaque fois, l'humanité a su les éviter. Donc, je pense que la paix va triompher malgré tout. Les Russes, aujourd'hui, sont en situation d'escalade en Ukraine parce que ils veulent conquérir un maximum de territoire avant l'intronisation de Trump le 20 janvier. Donc, ils ont considérablement augmenté le volume et l'intensité de leurs opérations, progressent à peu près partout, et il se dit même qu'ils pourraient ouvrir un nouveau front vers la voie de Tchernihiv, donc Tchernihiv ou Tchernigov en français, qui est une ville au nord-est de Kiev, que les Russes avaient déjà occupée et dont ils s'étaient retirés. Et c'est une ville que je connais très bien, puisque j'y ai été. J'ai des amis qui y vivaient, qui m'ont même rapporté avoir vécu dans leur cave là-bas pendant plusieurs jours. Et j'ai connu cette ville. Même pour la petite anecdote, mon portrait sur mon 2e livre a été photographié là-bas. C'était une photographe de Tchernihiv qui l'avait fait. Donc, les Russes vont escalader aussi. Et le fait que des troupes nord-coréennes soient en train de les rejoindre, alors plus pour des fonctions logistiques, pas pour aller au front, contrairement à ce qui a été dit, parce que ça ne serait pas du tout rationnel pour les Russes d'employer des troupes pas du tout aguerries et pas du tout motivées, parce que les soldats russes sont extrêmement motivés, les soldats nord-coréens. Je ne vois pas trop comment ils pourraient être motivés pour aller prendre au corps à corps une position fortifiée ukrainienne. Mais en effet, il y a une escalade. Cependant, pour l'instant, les Russes semblent avoir la situation très, très en main. Mais il est absolument certain que les Ukrainiens vont tenter des provocations graves, bien sûr en frappant des cibles civiles dans le territoire russe. Ok, donc à suivre, mais vous le dites, finalement, un pays russe ici qui maîtrise et qui peut-être a, lui, la vision au long terme, et donc cette négociation possible avec Donald Trump à suivre aux États-Unis. Il en a vu d'autres. Ouais. Alors un petit point un peu plus léger quand même pour sortir de la Troisième Guerre mondiale et pour finir en sourire, Idriss Aberkan, c'est une information BFM, donc une information sérieuse évidemment, qui a donné un nouveau nom pour l'équipe Trump. Je vous laisse écouter ça.
de Donald Trump. Chaque jour, on a un nouveau personnage comme ça qui sort de la boîte pour venir gonfler ce casting assez invraisemblable de sa future équipe gouvernementale. Alors à qui le tour? Eh ben pourquoi pas Sylvester Stallone? Est-ce qu'il pourrait être sur le prochain sur la liste des nommés? Il a prononcé, vous allez l'entendre hier, un discours dithyrambique sur Donald Trump. Personne au monde n'aurait pu faire ce qu'il a fait. Je suis donc admiratif. Et je dirais juste ceci, et je le pense vraiment. Lorsque George Washington a défendu son pays, il ne se doutait pas qu'il allait changer le monde. Car sans lui, vous pouvez imaginer à quoi ressemblerait le monde. Eh bien, devinez quoi? Nous avons le deuxième George Washington. Félicitations. C'était aussi juste pour le plaisir d'écouter Sylvester Stallone et sa voix mémorable. Alors, est-ce qu'on aurait un Sylvester Stallone, à votre avis? Ce serait possible au sein de l'administration de Trump? Et en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire de tout ça? Ce qui est assez marrant, c'est quand même Sylvester Stallone, c'est quand même le symbole de l'ennemi américain contre les Russes, enfin, dans les films qu'il joue. Donc là, ce serait assez cocasse en tout cas. Oui, vous avez une de vos commentatrices que je salue, qui est Béatrice Rosen, qui a très bien résumé ça, c'est-à-dire que Trump, c'est Rocky. Les Américains adorent les histoires de comeback. C'est pour ça que Trump avait été comparé à Grover Cleveland, donc le président américain du temps de l'électrification de Chicago, la World Fair, la Columbia Exposition de 1893. Qui est très symbolique parce que c'est un moment où l'Amérique s'électrifie et l'Amérique devient une grande puissance industrielle à ce moment-là, grâce à Nikola Tesla, justement. Donc ça a créé plein de parallèles entre Grover Cleveland et Donald Trump. Et c'est donc Grover Cleveland qui a été réélu après une période de traversée du désert comme Trump. Et cette histoire de comeback a évidemment porté aux oreilles de Sylvester Stallone, qui de toute façon est devenu conservateur. Enfin, ses films, The Expendables, montrent bien qu'il a des positions à un point de vue conservateur. Ses films sont pas du tout woke. Tous les Expendables étaient au contraire dénoncés par tout le wokistan d'Hollywood comme le cinéma de papa. Enfin, on a l'impression de voir un peu, vous vous rappelez, ces controverses dans les années 60 entre la Nouvelle Vague et Audiard. Vous savez, Audiard était très très critiqué par Godard, qui disait c'est le cinéma de papa, etc. Puis on se rend compte que les films d'Audiard et de Verneuil et de Lautner ont beaucoup mieux vieilli aujourd'hui, en 2024, et que la génération alpha les regarde encore, alors que bon, pour Godard, bien sûr, on n'enlève pas les progrès qu'il a fait faire sur le plan stylistique au cinéma, mais sur le plan populaire, il y avait quand même un petit côté, pardonnez-moi, masturbatoire, qui n'a échappé à personne. Les films de Stallone représentent ça, Stallone, Chuck Norris, toute la fine équipe, et ce sont des gens qui rentrent dans le sillage de Trump parce que c'est le Make America Great Again de l'époque Reagan. Il faut se rappeler que Hulk Hogan a participé au congrès, au meeting politique, au rassemblement de Trump, où il a même déchiré son débardeur comme à la grande époque du catch dans les années 80. Et ça, en effet, Stallone y est associé. Donc c'est même assez logique. On a des gens comme Clint Eastwood aussi, qui avait, ou sa famille, qui avait défendu Trump. Donc ça me semble possible en effet qu'il puisse rejoindre Trump, puisque aujourd'hui Trump est dans une dynamique exceptionnellement rassembleuse. Et je voulais souligner un point évidemment que ni BFM ni France 24 ne soulignent, et encore moins les cinglés de France 5 qui ont parlé d'épuration ethnique. C'est qu'en fait, d'un point de vue purement objectif, l'administration Trump est la plus ouverte à gauche. Je cherchais une date, je me disais peut-être depuis 30 ans, 40 ans, non. En fait, en ayant bien cherché, c'est de toute l'histoire du Parti républicain. De toute l'histoire du Parti républicain, donc qui remonte à un peu de temps avant Lincoln, parce que le Parti républicain a été créé comme parti anti-esclavagiste aux États-Unis. Jamais une administration républicaine n'a été aussi ouverte à gauche et aux démocrates que sous Donald Trump. Et j'en veux pour preuve, donc d'abord le recrutement de Tulsi Gabbard, qui va être la patronne du renseignement américain et qui est une démocrate. Bien sûr, RFK, qui est issu d'une dynastie démocrate, littéralement. Mais Trump lui-même, Trump lui-même, exactement, je vous remercie, était démocrate. Donc, en fait, on a tout un tas de gens qui étaient démocrates, mais surtout là, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Bernie Sanders a salué. Bernie Sanders, en France, on comparerait ça à Mélenchon qui salue Marine Le Pen. On sait qu'en France, c'est impossible. Parce que ou Hulot, non? On est dans une... Oui, Mélenchon lui a serré la main, contrairement aux autres membres du parti. Mais en France, on est dans une situation un peu comme le bon, la brute et le truand. Vous savez, c'est le truel, le duel à trois. Et sauf que c'est le méchant qui gagne, c'est la brute, à savoir Macron.
qui gagne parce que les deux autres se tirent l'un sur l'autre. En France, malheureusement, c'est ça, alors que dans le film de Sergio Leone, évidemment, il y en a un qui est un peu intelligent et qui a compris sur qui il fallait tirer. Bon, malheureusement, nos partis d'opposition en France n'ont pas compris sur qui il fallait tirer. On n'est peut-être pas à la fin du film. Voilà, ne racontons pas la fin du film, effectivement, pardonnez-moi, de toute façon, c'est un classique que beaucoup de gens ont vu. Mais donc, il faut rappeler que Bernie Sanders, qui est comparé à Mélenchon aux États-Unis, a soutenu une politique de Trump qui est d'empêcher, de réglementer les taux usuraires sur les cartes de crédit américaines qui représentent une bulle spéculative de dette majeure. Donc ça, c'est quelque chose que les médias francophones de grand chemin ne soulignent pas, mais Bernie Sanders qui salue Trump, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Oui, bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette analyse, Idrissa Berkane. On a donc, nous, le truel, le bon, la brute et le truand en France, mais Donald Trump serait le Rocky Balboa des États-Unis. On va suivre, en tout cas, cette administration. Est-ce que ça va nous apporter? Est-ce que ça va changer? On a compris aussi cette forte tension au niveau international. Merci beaucoup, Idrissa Berkane. Je rappelle, essayiste, conférencier, titulaire de 3 doctorats en économie de la connaissance, littérature comparée et relations internationales, et auteur notamment de ce dernier ouvrage, Le triomphe de votre intelligence, pourquoi vous ne serez jamais remplacé. On parlait de Starlink aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup à vous, Idrissa Berkane, et merci à vous tous, chers auditeurs. On est 8800 sur YouTube en direct, non cumulé ici parce qu'on ne cumule pas les chiffres. 2500 en comptant les autres plateformes. Nous avons explosé France 24 qui était notre dernier challenger, mais c'était petit jeu, nous dit Idrissa Berkane. Maintenant on va viser les grandes chaînes américaines. Merci encore, Idrissa Berkane. Merci à vous tous, chers amis. Des pouces, des cœurs, des likes pour pousser une dernière fois cette vidéo, et surtout à demain 7h30 pour de nouvelles aventures.